bienvenue à cette séance ordinaire du 14 mars. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons siéger aujourd'hui en l'absence de la conseillère Mme Gina Lheureux, absence motivée. Le projet d'ordre du jour, donc au point 3, l'adoption du dernier procès-verbal, celui de la séance du 14 février dernier. Au point 4, dans mes messages, 4.1 mars, le mois de sensibilisation à l'épilepsie, et 4.2, la situation de l'Arboriduc. Au niveau des travaux publics, au point 5.1, la revitalisation de la première avenue, vous voyez, il y a 4 dossiers. Donc, à point 1, avenant au plan et devis. À 5.2, acquisition de terrain. À 5.3, un mandat pour l'arpenteur. À 5.4, le mandat pour les actes notariés. Et à 5.5, un mandat pour l'Arboriduc. Au point 6, en incendie, nous verrons le rapport du conseiller M. Foster. Au point 7, en loisirs et sport, j'offrirai le rapport de la conseillère Mme Lheureux. Au point 8, en développement économique, nous reviendrons sur le dossier de coquillage nordique. Au point 9, en développement culturel et social, opposition au projet OptiLab, projet de la santé. Au point 10, en aménagement et urbanisme, nous verrons le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 11, en développement touristique, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. Au point 12, dans le bloc administration, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes. À 12.2, le rapport financier. À 12.3, les autorisations de déplacement. À 12.4, les demandes d'aide financière. À 12.5, la location de l'aéroport. À 12.6, l'approbation du logo de la ville de Forestville. Au point 13, dans les actes législatifs, l'adoption du règlement 2017-276. Affaires nouvelles et fin de la rencontre. Est-ce que cet ordre du jour vous convient? Oui, je propose l'adaptation de l'ordre du jour. Adoption proposée par M. Racine. Le dernier procès-verbal, celui du 14 février, donc il a été déposé et lu par les conseillers en rencontre de travail afin d'être dispensé d'en faire la lecture intégrale. Donc nous pouvons procéder à l'adoption sur une proposition. Monsieur Foster, ça va pour tous? Oui. Au point 4, dans mes messages, je vous informe que l'association Épilepsie Côte-Nord, qui est un organisme à but non lucratif pour aider les personnes atteintes d'épilepsie et leurs familles, donc le mois de mars est le mois national de sensibilisation à l'épilepsie et l'association Côte-Nord en fait, tient des activités pour démystifier l'épilepsie dans la population et nous demande de proclamer le mois de mars, mois national. Donc, c'est fait. Au point 4, à l'Arboriduc, alors je veux revenir sur le sujet en rappelant que la compagnie Axor, dans l'évaluation, a fait la déclaration, le diagnostic, c'est que la structure était jugée dangereuse compte tenu de la détérioration très avancée de ces matériaux sur à peu près plus ou moins 1 kilomètre de distance. L'évaluation, si on se rappelle, nous a aussi précisé que le coût de reconstruction pourrait atteindre quelques 5 millions. Il y a eu beaucoup, depuis cette information a été rendue publique, les citoyens ont posé beaucoup de questions. Et la plupart, je dirais, nous ont indiqué leur choix serait celui de démolir l'infrastructure d'1 kilomètre. Bien sûr, les gens nous disent que ça pourrait être intéressant d'en garder une partie, de bien la positionner, de l'interpréter, en faire un élément d'interprétation du patrimoine, puisque ça a été un arboriduc donc, qui fait partie de l'histoire importante de nos forêts. Mais l'investissement de 5 millions est jugé vraiment inapproprié par la plupart des citoyens. Finalement, ce sujet va être revu au Forum citoyen, Forum du 8 avril, dans l'atelier de culture et patrimoine pour une orientation définitive. Certains citoyens me disaient vous l'avez rendu public, mais d'abord vous avez décidé de le reconstruire. La réponse, c'est non. Nous n'avons pas pris de décision à cet effet-là. Nous avions toujours dit la journée où il faudra toucher à l'arboriduc, nous ferons faire les évaluations formelles et nous prendrons la décision avec la population. Alors, on en est vraiment rendu là. Alors, on entend les commentaires, on entend les préoccupations
et on prendra une décision au moment opportun. Il y aura aussi un peu plus loin dans l'ordre du jour, on l'a vu tantôt, une résolution qui vise à évaluer la quantité et la valeur des matériaux qui pourraient être récupérables. Alors, on sait qu'il y a des poutrelles d'acier qui pourraient être jugées comme matériel intéressant pour la revente. Et bien sûr, notre intérêt, c'est que s'il y a revente, ça pourrait compenser les frais inhérents à la démolition qui seront bien sûr à la charge de la municipalité. Alors, c'est vraiment l'état de la situation au moment où on se parle. Au point 5, dans les travaux publics maintenant, alors le grand projet de revitalisation de la première avenue. Donc, la première des résolutions, c'est l'avenant au plan et devis. Donc, attendu qu'un mandat a été donné le 14 février dernier à la firme Axor afin de réaliser les plans et devis pour la revitalisation de la première avenue, que ceux-ci ont été déposés le 23 février 2017. Attendu que le conseil municipal a décidé entre-temps de profiter des travaux pour refaire l'asphalte. Il est donc résolu de mandater la firme Axor pour intégrer la conception d'une couche d'usure en enrobé bitumineux au plan et devis déposé et faire l'analyse des impacts sur l'aménagement proposé et d'en faire le profilage de façon à assurer une bonne transition vers le pavage existant et une conformité des utilités publiques. Il est également résolu d'accepter l'offre de service présentée le 2 mars 2017 au coût de 4 020 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est un avenant au plan et devis qui était déjà sur la table de travail, donc l'ajout de la couche de bitumineux. Sur une proposition, M. Bérubé. Toujours dans le même projet, acquisition de terrain, attendu que le conseil municipal a décidé de procéder à la revitalisation de la première avenue. Attendu que pour réaliser le projet, il y a lieu de procéder à l'acquisition d'une bande de terrain de 10 mètres par plus ou moins 250 mètres. Il est donc résolu de procéder à l'acquisition de cette bande située sur le lot 3 498 085 appartenant à Golf et Loisirs, coopérative de solidarité, au prix de 5,38 du mètre carré, dont la grandeur réelle sera déterminée par les plans de l'arpenteur géomètre. Alors, c'est une ligne tout le long du boisé du golf qui est sur la première avenue afin de faire vraiment un design conforme pour la piste cyclable puis faire la largeur de rue dont on a besoin. Donc, on ferait l'acquisition de golf et loisirs de cette partie. Le tarif de 5,38 du mètre carré, c'est vraiment le taux que la ville applique, elle, quand elle vend des terrains non utilisés. L'autre taux, c'est 9,60 lorsqu'on vend des terrains avec service. Alors, le 5,38, on a convenu avec Golf et Loisirs, c'est le tarif de la municipalité. Donc, l'acquisition de ce terrain pour que les plans et devis soient dans les règles de l'art. Proposition par M. Desbiens. L'arpenteur, maintenant. Il est résolu de mandater Jean Roy, arpenteur géomètre, à effectuer la préparation d'un plan pour l'acquisition d'une bande de terrain, comme on vient de dire, d'environ 10 mètres par plus ou moins 250 mètres, situé sur le lot 3 498 085 appartenant à Golf et Loisirs, coopérative de solidarité, pour la somme de 1 654 $ plus les taxes. Il est également résolu d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur ou son remplaçant à signer les documents nécessaires à cette transaction. Sur une proposition, Mme Gagnon. Et finalement, toujours dans le même projet, il est résolu de mandater Maître Denis Turcotte, notaire, à préparer le contrat à intervenir entre la Ville de Forestville et Golf et Loisirs, coopérative de solidarité pour l'acquisition d'une bande de terrain sur le lot 3 498 085, conformément au plan de l'arpenteur géomètre. Il est également résolu de m'autoriser, de même que le directeur ou son remplaçant, à signer le contrat et les documents nécessaires à cette transaction. Sur une proposition, M. Desbiens. Alors voilà pour les dossiers de ce projet de revitalisation de la première avenue qui sont vraiment là. On est dans les délais. On a besoin de ces professionnels-là pour aller de l'avant pour une réalisation
dès que la neige nous permettra. À 5.5, l'arboriduc, donc comme je l'ai mentionné tantôt, attendu que le conseil municipal étudie la possibilité de démanteler l'arboriduc. Attendu que certaines composantes de l'arboriduc sont récupérables et ont une valeur économique. Attendu que lors du démantèlement, des frais pour la disposition des matériaux contaminés devront être assumés par la ville de Forestville. Il est résolu de mandater la firme Axar, expert conseil, pour une somme maximale de 1 000 $ afin de déterminer la valeur des matériaux récupérables de l'arboriduc et d'évaluer les coûts pour la disposition conforme des résidus. Quand on parle de résidus, on est avec du bois cruauseté, ce qui fait en sorte que nous devons disposer de ces bois-là dans des règles et des normes bien précises. Je propose. Proposé par M. Racine. C'était donc le bloc des travaux publics. On passe au bloc incendie maintenant, à 6.1 par le rapport du conseiller M. Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Comme à tous les mois, Marie-Pierre Dufour, la promotionniste, m'a demandé de vous transmettre ces informations. Alarme d'incendie non fondée. Chaque année, le service des incendies de la ville de Forestville couvre plusieurs fausses alarmes. Ce type d'appel entraîne des coûts élevés pour les citoyens. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Voici quelques conseils pratiques afin de diminuer le nombre de fausses alarmes et du même coup, les sorties reliées à ces interventions. Bien connaître le fonctionnement de votre panneau d'alarme d'incendie, c'est-à-dire indication des zones, l'accusé réception, remise en marche du système, votre mot de passe, etc. En cas d'erreur d'activation, appelez immédiatement le service d'urgence 911 pour annuler toute fausse alarme. Assurez-vous de bien recouvrir votre détecteur si vous effectuez des réparations. Des travaux de peinture avec un fusil à peinture ou tout autre travaux à votre résidence risquant d'enclencher votre détecteur de fumée. Assurez-vous de bien transmettre les informations d'utilisation de votre système lorsque vous mandatez une personne pour la surveillance de votre résidence. Exemple, lorsque vous quittez pour un voyage. C'est de bien montrer le fonctionnement à la personne à qui vous voulez qui s'occupe de chez vous. Assurez-vous de rejoindre la centrale de surveillance afin de l'informer lorsqu'une compagnie fait des tests sur votre système d'alarme. Être consciencieux et prudent évite bien des fausses alarmes. C'est la responsabilité de chacun d'en réduire le nombre. Avec tout ça, là, probablement que si vous faites ce que Marie-Pierre vous dit, probablement que des fausses alarmes, on va toutes les éviter, on n'en aura plus. Parce que, comme elle dit, c'est des dépenses qui s'occasionnent parce que les pompiers ne peuvent pas prendre de chance de dire « Moi, ça fait 3 fois que c'est une fausse alarme, je n'y vais pas. » Parce que ça peut arriver que cette fois-là, ça soit la bonne, qu'on n'y aille pas, ben c'est des poursuites qui se poursuivent. Mais même de ça, les sorties des pompiers, ça occasionne des dépenses automatiquement parce que les pompiers ne font pas, c'est pas un travail bénévole. C'est tout, madame. Merci, M. Foster. Point 7, en loisirs et sport, donc Mme Lheureux aurait voulu revenir sur la semaine de relâche pour mentionner qu'il y a eu des activités vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Il y a eu une excellente participation et plein d'idées originales qui ont été testées cette année. Le conseil voulait vraiment donner un bravo à Véronique Lévesque qui a fait un travail exceptionnel avec la collaboration des employés des cols bleus. Qui ont été là aussi toute la semaine. Au chapitre un petit peu des fréquentations, il y a vraiment des activités qui ont été testées et qui sont dignes de mention. Il y a eu de jour le patinage familial avec mascotte. Il y a eu plus de 100 personnes pendant 3 heures. C'est quand même assez exceptionnel. Les jeux gonflables, c'est toujours quelque chose qui est très attractif pour les enfants. Il y a eu 80 jeunes avec 25 parents autour des jeux gonflables. Il y a eu un clair de lune au salon de quilles. En fait, il y a eu 150 parties de jouets en 4 heures. Alors là aussi, c'est un bon achalandage. Il y a 46 jeunes qui se sont déplacés pour visiter la ferme 5 étoiles de Sacré-Cœur. Et bien d'autres fréquentations. Glissade en lumière, 50 personnes. Au hockey de rue, 40 personnes. Il y avait des gens de l'extérieur aussi. Des visiteurs des autres municipalités. Donc, un franc succès pour la semaine de relâche.
Madame Lheureux aurait voulu aussi rappeler certains événements à venir. Donc, du 17 au 19 mars, le tournoi hockey-bottine. Le 25 mars, une exposition de peinture. Le 29 mars, l'Assemblée générale de la ZEC. Alors, ça nous fait plaisir de leur faire un peu de visibilité, un peu de publicité. Du 31 mars au 2 avril, le tournoi hockey défi 4 contre 4. Une date à noter, le 2 avril, c'est la fin des activités de glace. Et le 8 avril, il y a beaucoup de publicité à l'heure actuelle, mais c'est la tenue de notre forum citoyen. Donc, un rendez-vous très important de consultation publique. Et il y a déjà, donc les inscriptions sont ouvertes. On invite les gens à téléphoner à l'Hôtel de Ville, à Peggy Bourque-Ouellette, pour s'inscrire au forum citoyen. Voilà donc pour le point 7. Au point 8, en développement économique, je voulais donner la situation de coquillage nordique. Pour clarifier un élément qui a été porté à notre attention à la suite, quand on a parlé des entreprises en faillite, on nous a bien demandé de faire une distinction entre les deux entreprises. C'est-à-dire qu'il y a Mills Aquaculture, à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, qui effectivement est en faillite, avec le syndic et toute la procédure. Alors que Coquillage Nordique, c'est l'entreprise qui possède des actifs à Forestville et aux Escoumins. Mills est en faillite, mais Coquillage Nordique, semble-t-il, à ce jour, serait épargné. C'est-à-dire qu'il est possible, il est probable que les infrastructures, les actifs de Mills au Nouveau-Brunswick pourraient être suffisants pour payer les créanciers, ce qui épargnerait Coquillage Nordique. Alors, le projet de relance de Coquillage Nordique devient encore plus réaliste et possible. Du côté des dirigeants de Coquillage Nordique, on nous dit qu'ils travaillent un projet de relance avec un promoteur américain qui pourrait être éventuellement intéressé donc à la production et aux opérations de notre territoire. Et le comité des partenaires de la MRC est toujours actif et étudie la possibilité de relance sur un modèle coopératif. Donc, 2 scénarios sur la table présentement, sur lesquels il devrait y avoir des dénouements assez rapidement. Un ou l'autre, il y aura des orientations. Donc, je voulais rappeler la distinction au niveau de la faillite et donc aussi dire à la population que le projet de relance est toujours actif et nous y travaillons très fort. Développement culturel et social, opposition au projet Optilab. Alors, vous vous rappelez que nous avions formé d'ailleurs un comité de vigilance Manicouagan Haute-Côte-Nord qui était pour le maintien et la protection des emplois sur nos 2 territoires. On avait parlé des emplois liés à Hydro-Québec, mais là, on est rendu dans les emplois au niveau de la santé. Alors, hier, le comité de vigilance a rencontré le président du CIS Côte-Nord, M. Mius, et le PDG, donc M. Marc Fortin, à Bécomo. Alors, j'étais présente et nous avons appris lors de cette réunion-là que la responsabilité administrative des laboratoires va être effectivement transférée au CIS de Chicoutimi le 1er avril prochain. C'est-à-dire que les budgets et le personnel des laboratoires vont relever de Chicoutimi à partir du 1er avril, la responsabilité administrative. Toutefois, on nous garantit que personne sur la Côte-Nord ne perdra son emploi et que les centres de prélèvement, qui sont dans les CLC, dans les hôpitaux de la Côte-Nord, vont continuer à faire leur travail. On nous dit que la réorganisation des services va toucher plutôt les analyses, le transport des spécimens et les analyses par les spécialistes, donc de Chicoutimi. Alors, mais les prélèvements vont toujours se faire dans nos établissements. Nous suivons le dossier de très près. On ne fait pas un acte de foi les yeux fermés par rapport à cette situation-là. On est bien conscient, et nous l'avons exprimé à M. Mius et à M. Fortin, à partir du moment où les centres décisionnels ne sont plus dans notre région, il y a lieu, je pense, non d'être alarmiste, mais d'être vigilant, prudent et de suivre le dossier de très près. Alors, voici la situation. Et
À la suite, donc, on demande à tous une résolution formelle qui se lit comme suit. Parce que nous avons demandé hier expressément est-ce qu'on peut arrêter ce processus-là. Et nous déclarons donc notre opposition au projet Optilab par voie de résolution. Considérant la réforme du système de santé entreprise par le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 2015, considérant le désir des élus de la Côte-Nord d'assurer à leur population un traitement équitable, compte tenu de la géographie de la région tout à fait particulière, qui est de 1200 km linéaires. Considérant l'étendue du territoire de la Côte-Nord et les aléas d'un seul lien routier en toute saison, mais particulièrement l'hiver. Considérant que déjà certains prélèvements effectués sur la Côte-Nord parcourent de grandes distances pour être analysés dans les laboratoires hautement spécialisés. Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux a déjà affirmé que le ministère de la Santé et des Services sociaux ne peut faire des économies appréciables sur la Côte-Nord avec le projet Optilab, contrairement aux régions périphériques des grands centres. Considérant que le gouvernement du Québec entreprend une vaste tournée pour échanger avec les élus sur une stratégie efficace permettant d'assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Considérant que chaque ministère, y compris le ministère de la Santé et des Services sociaux, est assujetti à la loi pour assurer l'occupation et la vitalité du territoire et doit participer à l'atteinte des objectifs inscrits dans cette loi. Considérant que les orientations du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le dossier Optilab sont en totale contradiction avec la loi sur l'occupation et la vitalité des territoires. Considérant qu'obtenir des services de santé de qualité et de proximité constitue pour le citoyen un élément majeur qui influence son choix de rester ou de partir de sa région. Considérant que le projet Optilab obligerait le déplacement d'environ 70% des spécimens prélevés pour analyse vers des laboratoires situés à plusieurs centaines de kilomètres. Considérant les messages d'inquiétude qui nous ont été transmis par les citoyens que nous représentons quant au projet Optilab, qui s'annonce pour très bientôt sur la Côte-Nord. Il est donc résolu de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux de prendre les mesures nécessaires afin de traiter le dossier Optilab sur la Côte-Nord de façon particulière, au même titre que cela a été fait pour les îles de Madeleine, le Nunavik, les terres cries de la baie James, tout cela en conformité avec la loi sur l'occupation et la vitalité des territoires, et de conserver les services de proximité déjà établis, rassurant ainsi la population nord-côtière et l'invitant par le fait même à occuper ce territoire magnifique qu'est le nôtre. Donc, copie de cette résolution au ministre Barrette, au ministre Coiteux, donc des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, au ministre Arcan, qui est le ministre responsable de la Côte-Nord, au conseil d'administration du CIS, à nos députés, Mme Lorraine Richard, M. Martin Ouellet, et à tous les maires et députés de la Côte-Nord. Maires et maires, pardon. Maires et députés, excusez. Erreur. Sur une proposition, M. Foster. Et le comité de vigilance Manicouagan Haute-Côte-Nord donc, a demandé hier des rencontres de suivi sur ce dossier-là. Au point 10, en aménagement et urbanisme maintenant, prend M. Brochu le rapport des permis de rénovation et de construction à ce jour. Merci Mme Anctil. Bonsoir tout le monde. Donc, nous avons aucun nouveau permis a été émis pour des nouvelles constructions, c'est-à-dire en janvier et en février. L'an passé, on était au même point. Donc, au niveau des permis de rénovation et amélioration, 4 permis ont été émis jusqu'à date pour des résidences simples et maisons mobiles pour une valeur estimée de 49 000 $. L'an passé, nous avions émis 2 permis pour environ 20 000 $ en estimation. Rien au niveau des résidences multiples, rien au niveau des chalets. Au niveau des commerces, 2 permis à date pour environ 95 500 $. Rien l'an passé, en 2016. Au niveau aucun permis n'a été émis au niveau des industries, au niveau des autres institutions du gouvernement. Par contre, en 2016, nous avions un permis d'émis pour environ 3 000 $. Rien au niveau des démolitions de permis annulés. Donc, jusqu'à date, nous avons émis 6 permis de rénovation
pour une valeur ajoutée au rôle d'environ 144 500 comparativement à 3 permis en 2016 pour 23 000 C'est un dépôt. Merci beaucoup, M. Brochu. Maintenant, en développement touristique, au point 11.1, le rapport du conseiller, M. Mario Desliens. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Village Relais. Un dossier de candidature sera déposé pour les prix Inspiration cette année. L'aménagement du camping de la Bébête a été choisi. Les gagnants seront dévoilés lors du congrès à Maniwaki à la fin de mai. On regarde aussi pour inscrire un commerce pour le prix commerce. Aussi, l'accès à la plage Boralex. La municipalité a reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour l'installation de la passerelle amovible. La finalisation du dossier pourra se faire au courant de l'été. Ça va tout pour moi. Merci, M. Desliens. Au point 12, en administration, l'approbation et le paiement des comptes. Alors, comme je le rappelle toujours, les comptes sont vus ligne par ligne en séance de travail. Je dois vous dire qu'hier, les comptes ont été particulièrement scrutés à la loupe par M. Foster. Il tenait absolument à ce qu'on le mentionne. Donc, ce fut fait. Ce fut fait. On n'ajoutera pas, on va juste dire la vérité. Voilà. Pour approbation de ces comptes, la liste des comptes payés par prélèvement, par chèque, compte à payer, donc a été distribuée à chaque membre. Et le secrétaire trésorier nous dit que nous disposons des crédits suffisants pour que ces dépenses soient payées par la Ville. Je vais le proposer, madame. D'accord, M. Foster le propose, avec grand plaisir. À 12.2 maintenant, le rapport financier. Donc, M. Brochu. Merci. Donc, au 28 février, nous avons utilisé au niveau de l'administration générale un montant de 119 274 nous avons prévu pour 1 011 037 Donc, on a un taux d'utilisation de 12 Au niveau de la sécurité publique, nous avons utilisé 177 648 sur une provision de 996 910. Nous sommes à 18 d'utilisation. Transport routier, 180 966 sur un budget prévu de 1 105 600. Donc, nous sommes à 16 Au niveau de l'hygiène du milieu, 184 829 sur un budget de 1 057 000. Donc, nous sommes à 17 d'utilisation à date. Au niveau de l'urbanisme et de la mise en valeur, 25 007 ont été utilisés à date sur un budget de 415 900. Nous sommes à 6 Loisirs et culture, 132 113 sur une prévision de 794 100 Nous sommes encore une fois à 17 d'utilisation. Nos frais de financement sont de l'ordre de 6 013 sur une prévision de 109 100. Nous sommes à 6 Donc, nos dépenses totales à date sont de 825 850 sur un budget de 5 489 647 Donc, nous sommes à 15 de ratio d'utilisation. Je vous rappelle que pour 2 mois, le ratio théorique serait de 17 et qu'en 2016, nous étions à 13 Donc, on est un petit peu plus élevé que l'année passée. Mais par contre, nos projets, on a réalisé... Les projets s'enclenchent, là. Ça enclenche beaucoup, donc évidemment, c'est des dépenses qui sont prévues. Mais on est encore en dessous de 17 C'est un dépôt, merci. À 12.3, les autorisations de déplacement maintenant, donc résolu d'autoriser, déjà fait donc le 28 février aux Escoumins, Mme Annie Gagnon, une rencontre concernant les assurances collectives. Le 2 mars, à Trois-Rivières, M. Marc Pigeon est allé à un séminaire sur la gestion des aéroports. Le 16 mars, M. Pigeon ira à Québec pour une rencontre sur le dossier d'Ariane Phosphate. Le 22 mars, aux Escoumins, Peggy Bourquelette, rencontre des agents de développement. Et le 30 mars, à Longrive, Marc Pigeon nous représentera sur le forum Bioressources Haute-Côte-Nord. Donc, résolution pour autoriser ces déplacements. M. Desbiens. 12.4.
une demande d'aide financière. Le service de garde de l'école Saint-Luc va tenir sa soirée western le 6 mai. Et on nous demande les profits du bar, conformément à notre politique de soutien aux organismes. Et le vélo Vallée 2017, donc c'est le vélo Vallée des Roseaux, une randonnée annuelle de vélo le 16 juillet où on nous demande d'ouvrir le complexe Ziggy Ouellet pour accueillir les randonneurs. Et donc le départ se fait au complexe Ziggy Ouellet et on met à leur disposition nos infrastructures avant le départ. Je propose. Proposé par M. Racine. À 12.5, au niveau de la location de l'aéroport. Résolution, donc, attendu que la ville de Forestville a l'intention de favoriser le développement de son aéroport. Attendu que pour ce faire, elle doit cesser de louer pour des activités autres qu'aéroportuaires. Attendu qu'un engagement a été pris par le conseil municipal pour l'événement annuel de Festidrag. Il est donc résolu de cesser les locations futures de l'aéroport pour des activités autres qu'aéroportuaires et de confirmer à M. Martin d'Anjou que la Ville va respecter son engagement de louer l'aéroport une fois par année pour l'événement Festidrag, et ce pour l'année 2017 et les années subséquentes, selon entente entre les parties. Proposé par M. Foster. À 12.6, l'approbation du logo de la Ville. Alors, on est à travailler un nouveau visuel du logo de la Ville de Forestville parce qu'il a besoin un petit peu d'être revampé. Présenté donc par la firme Web Shop. Certains changements nécessaires donc dans les prochaines commandes de papier et de broderie. Donc, c'est un rafraîchissement, tout simplement, donc un peu plus allégé dans les côtés. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que nous avons ici inscrit par nos forêts. On n'avait que le père Sylvan. Et dans le questionnaire à la population, où on leur demandait, est-ce que vous trouvez que Père Sylvan, ça représente bien la ville de Forestville et ses racines, bien, plusieurs personnes nous disaient, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Quand les gens savent ce que ça veut dire, ils disaient, oui, ça nous représente bien. Et la suggestion, ça a été d'accord, peut-être qu'il est là en latin, mais il faudrait aussi le mettre en français pour tous. Alors, ça fait partie du mouvement là, de revamper le logo, alléger dans les côtés, refaire un peu la cocotte. Donc, une nouvelle... et c'était marqué dans l'autre corporation de la ville de Forestville. On a enlevé le corporation pour aller mettre par nos forêts. Donc, par voie de résolution, pour approuver ce nouveau logo, proposé par M. Bérubet. Les actes législatifs maintenant, donc le règlement 2017-276, règlement décrétant une dépense et un emprunt d'1 722 259,31 $ pour les travaux de revitalisation de la Première Avenue. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été donné à la séance du 14 février. Mais nous devons, je vais prendre un peu d'air, là, mais lire le règlement en totalité. À l'article 1, donc, autorisation à effectuer des travaux. Le Conseil est autorisé pour la revitalisation de la Première Avenue à faire exécuter les travaux suivants. Réaliser une promenade multifonctionnelle de la 14e rue à la 8e rue et installer des aires de repos avec mobilier urbain. Selon les plans de vie préparés par Axor Expert Conseil, portant le numéro 23-17-01001 en date du 23 février 2017, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée par M. Martin Boilly, chargé de projet, en date du 13 mars 2017, lesquels font partie intégrante du présent règlement à l'annexe A. À l'article 2, autorisation à dépenser et à emprunter.
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 722 259,31 sous pour les fins du présent règlement, répartis de la façon suivante. Des travaux pour 1 084 740, le laboratoire et surveillance pour 75 000 10 % calculé au niveau des imprévus, donc 108 474 000 des honoraires professionnels de 10 % aussi, donc 108 474 et l'acquisition d'un terrain pour 13 450 donc un sous-total d'1 376 688 plus TPS plus TVQ, donc un sous-total de 1 513 775 et les frais de financement calculés de 10 % donc s'ajoute 108 474 pour un total de l'emprunt 1 722 259,31 sous. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter cette somme sur une période de 25 ans. Article 3. Affectation. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. À l'article 4, imposition d'une taxe spéciale pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. À l'article 5, réduction de l'emprunt. Le Conseil municipal affecte à la réduction de l'emprunt décrétée par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée par le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention, ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Et à l'article 6 de l'entrée en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et la résolution se lit donc comme suit, attendu qu'un avis de motion du règlement 2017-216 a été donné par le conseiller Richard Foster à la séance du 14 février 2017. Attendu que le secrétaire trésorier fait mention des éléments suivants, il est proposé donc d'adopter le règlement 2017-276 décrétant une dépense et un emprunt 1 722 259,31 sous et décrétant des travaux pour la revitalisation de la Première Avenue. Il est également résolu de fixer la journée référendaire 28 mars 2017 de 9h à 19h. Donc, adoption de ce règlement proposé, Mme Gagnon. Ceci met fin donc à nos sujets à l'ordre du jour. Période de questions. Vous avez le privilège, Mme Kennedy. On va y aller tout de suite avec le dernier point, Mme Mathilde. Oui, le règlement. Le règlement. Oui. Donc, si je comprends bien, la promenade de la 14e à la 8e rue, c'est de la plaza, de l'ancienne plaza, jusqu'ici. Jusqu'à l'ouverture, jusqu'au panneau du golf. OK, c'est bon. Oui. Le référendum, la journée référendaire, c'est les citoyens vont avoir à se prononcer en faveur ou non de ce projet de règlement? Pas leur en faveur, c'est ceux qui sont contre. Ils sont contre, c'est ça. C'est ça. Veux-tu expliquer peut-être, Daniel? Oui, les gens vont, comme dans tous les règlements d'emprunt, les gens peuvent s'opposer. OK. Donc, il y a un système qui permet aux gens de venir voter. Okay? Puis, Venir exprimer leur désaccord. Leur désaccord. Si c'est le cas. Oui. OK. à partir du moment que, le chiffre, c'est environ 280 personnes, okay? Ce ratio est établi à partir de la population qui vote. Il y a des calculs que le MAMO nous demande de faire. Là. Ça donne environ 286 personnes.
Si, dans l'éventualité où plus de 286 personnes voteraient contre, c'est-à-dire signaleraient qu'ils sont contre le règlement d'emprunt, ben à partir de ce moment-là, le conseil pourrait, je dis bien pourrait dire, on va en référendum. Donc, ça permettra au conseil de dire, on fait un vote Général. général sur la population pour voir est-ce qu'on fait le règlement d'emprunt ou pas. OK. OK? Je dis bien pourrait, mais ça leur permettrait de dire on met des frais pour aller en référendum. S'il y a moins de 280 personnes, à partir de là, le conseil pourrait Le dire, conseil peut aller de l'avant. s'il y avait 20, 30, 40 personnes, le conseil peut aller de l'avant. S'il y a plus de 286 personnes qui se manifestent contre, est-ce que le conseil peut aller de l'avant quand même sans aller en référendum? Oui. Ça permet au conseil d'autoriser d'aller en référendum. OK. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. OK. C'est bon. Je comprends. Là, c'est la décision appartiendra La au conseil. décision appartient Oui. au conseil Je selon... parle du technique, je ne parle pas de la décision. Selon le nombre Je veux de juste- personnes qui vont se manifester contre, vous allez après ça évaluer Tout à fait. la pertinence d'un référendum ou d'aller de l'avant sans tenir compte. OK, je comprends. Et ce qui était au calendrier aussi, c'est de tenir une assemblée d'information pour les citoyens impactés. Alors OK. déjà, c'est convoqué, c'est lundi soir prochain, OK. ici même, à 19h, où nous allons davantage les citoyens qui sont les résidents de ce quartier-là, leur parler de ce projet-là avec les plans préliminaires. Donc, et voir quel est leur... est-ce qu'ils ont des préoccupations, est-ce qu'ils ont des objectifs précis. Donc, on va recevoir les citoyens impactés. Ça représente combien de citoyens impactés, Mme Antine? On a dû envoyer une quarantaine d'invitations. Tous les terrains qui sont Tous touchés les terrains. par Par directement la première année. Ouais. OK. où vont s'effectuer les travaux. Les entreprises, tout ça. OK. La taxe spéciale, c'est ça, une taxe spéciale? Ben, Est-ce que je me- oui, c'est dans- ça. C'est une taxe possible. Possible, c'est pas certain. On Non, sait pas ben, de dans le quelle fond, hauteur. c'est que ce qu'on dit, c'est que c'est pas une partie des immeubles taxables qui vont payer, c'est l'ensemble des citoyens. Dans le fond, c'est ce qu'on établit. C'est pas une taxe de secteur. OK. OK. Dans le fond, on dit une taxe spéciale, mais je veux dire, évidemment, ce montant-là va être balancé à nos... À l'ensemble. ce qu'on appelle à nos frais de financement Des annuels. Notre remboursement de la OK. Et ça, c'est à partir de l'année prochaine. Ben, le règlement d'emprunt va se faire. C'est assez complexe. Là. OK. Les travaux vont se faire. Évidemment, là, dans le fond, le règlement d'emprunt se fait pour qu'on puisse aller faire la demande officielle au MAMO. OK. Puis, par le fait même, on va, de façon parallèle, là, on va aller en soumission. À partir du moment qu'on a les pleins devis, on va en soumission. Puis là, on déterminera qui est le plus bas soumissionnaire. On aura le vrai montant des soumissions. Bon, on va devoir attendre l'accord du MAMO et le contrat va être octroyé sous condition que le MAMO accepte le règlement d'emprunt. OK. Donc, à partir de là, ben là, les travaux vont commencer. Puis là, on va décoller tout le protocole c'est pour ça qu'on a 10% de frais de financement que le MAMO nous autorise. C'est pour réussir à payer. Puis évidemment, si on réussit à canner le règlement d'emprunt avant, ben là, on n'aura pas de frais de financement. Mais évidemment, tout ce qui est là est vraiment technique. Là. On a vraiment appliqué le 1,7 million, on a vraiment appliqué tout le détail du MAMO, ce qui nous autorise. OK. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, puis on a tout mis ça dans une enveloppe. Ça. Les règles de 10%, c'est eux qui les définissent. Puis... Absolument. OK. Absolument. Si on ne les utilise pas, bien évidemment, ils ne seront pas sur le règlement d'emprunt. Le projet peut terminer à 1,3 million, on n'empruntera pas 1,7. C'est le 1,3 qui va tomber là, puis il faut attendre les soumissions. Il faut attendre plein de choses. OK. Mais ce que je voulais dire, c'est que la taxe spéciale, les comptes de taxes sont envoyés aux citoyens pour 2017, donc ça va aller, C'est ça. ça va aller à l'année prochaine. Ben, écoutez, 2018, peut-être 2019. Ah, Ouais, OK. oui, même. OK. Avec le règlement d'emprunt, rentre en force, que tout se fasse, que... Réalisation 2017, mais avec toutes les autorisations. Oui, c'est ça. Probablement que ça peut se consolider en 2018 pour commencer à rembourser C'est ça. OK.
C'est ça. Puis évidemment, le MAMO ne peut pas nous envoyer ça en janvier quand nos budgets, on les fait au mois de novembre. OK. Fait que, tout dépendant, ça va probablement aller dans l'autre année. Là, où, OK, je comprends. Au point 12.5, la location de l'aéroport. Oui. Est-ce que ça veut dire que, ma première question, votre entente avec M. Danjou, Oui. ça comprenait combien d'années? C'était sur combien d'années? C'est renouvelable automatiquement. C'est ça OK. le. OK. Donc, on a eu un contrat de 3 ans, puis c'est renouvelable à tous les années. OK. Est-ce que vous gardez une marge de manœuvre pour à un moment donné dire, ben là, ça va être la dernière année ou vous Le êtes constat vraiment... qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on a beaucoup de demandes pour l'aéroport. Oui, Bon. Ce qu'on a dû statuer, c'est qu'en fait, c'est pas un terrain d'activité, c'est un c'est un aéroport. aéroport. Et notre constat, c'était, c'est pas de la mauvaise volonté, on voudrait bien dire à tout le monde que oui, c'est un magnifique terrain, mais plus on le ferme souvent, plus on va avoir à un moment donné des effets, c'est-à-dire que les gens vont s'habituer à passer par-dessus nous pour aller dans d'autres aéroports. Alors, on veut reconsolider, repositionner notre aéroport et le développer. Parce que c'est une infrastructure qui est très, très importante au niveau du développement économique. Et on veut, au contraire, on veut faire beaucoup plus d'activités dans le domaine aéroportuaire. Alors, pour ça, dans le fond, on adopte un règlement pour repositionner que, à l'heure actuelle, les autres activités, la Ville est toujours partenaire de la tenue de ces activités-là, mais on a d'autres espaces qui peuvent être exploités. On a des beaux parcs, on a d'autres espaces pour la majorité des activités, sauf le Festi-Drive. Parce que le Festi-Drive, on ne peut pas trop envoyer ses voitures dans nos parcs. Alors, on comprend que c'est un peu plus particulier. Alors, c'est pour ça que dans le fond, on exprime la volonté de développer l'aéroport, mais dans les activités aéroportuaires. Et alors, au moment où on se parle, on a toujours ce contrat-là avec M. Danjou, sur lequel on va voir avec lui au fil des prochaines années. Mais pour le moment, on reconnaît notre engagement et on le maintient. Et on a des adeptes, on a des gens qui veulent cette activité-là. Donc, on les représente aussi à cet effet-là, puis on maintient l'activité. Mais les autres activités, il n'y a plus de location à l'aéroport. Et au contraire, on va éventuellement travailler un plan de développement des services aéroportuaires. On a un bel aéroport et il est bien situé par rapport à des circuits. À chaque fois qu'on reçoit des pilotes, hélicoptères, avions, d'autres types d'activités, nous avons maintenant des félicitations. Notre temps de réponse pour l'avitaillement est exceptionnel, c'est très rapide, c'est centre-ville, donc les pilotes ont accès facilement. Alors, il y a là un enjeu économique et notre résolution va dans ce sens-là. C'est tout pour moi, Mme Martin. Merci. Merci beaucoup. Donc, ceci met fin à l'Assemblée de ce soir. Donc, merci à vous tous. Bonjour aux citoyens et citoyennes qui nous écoutent à partir de la maison. C'est un rendez-vous le mois prochain. Merci, au revoir.